Alors, du coup, on va commencer à créer notre première interface. Donc, il y a tous les assets que j'ai ajoutés ici, que vous avez donc du coup de disponibles. Voilà, donc c'est des assets que j'ai mis dans un dossier, c'est téléchargeable sur le lien sur mon blog, dont le lien est foutu dans la description. Donc, vous pouvez télécharger ces éléments-là si vous voulez travailler avec les mêmes images, sinon télécharger vos images. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est une landing page. On va faire un site type blog, voilà. Pas plus de précision que ça. Le but, c'est pas d'avoir quelque chose de plus joli, le plus cohérent et avec le branding le mieux fait, etc. C'est juste de voir techniquement comment on le fait sur Webflow. Donc du coup, ce que je vais faire, moi, c'est cette landing page. Je vais déjà, donc du coup, créer une section. Donc je vais faire commande E sur Mac, CTRL E sur PC. Tester, je suis pas trop sûr du contrôle, mais a priori, c'est ça. Donc ce qui me permet d'ouvrir le raccourci pour cet élément de recherche qui va me permettre d'aller chercher une section. Si vous voulez marcher autrement sur une question d'habitude, vous pouvez venir cliquer sur le petit plus ou le raccourci A et venir prendre un élément. Donc une section, quand vous le prenez à partir de ce panneau-là, soit vous la prenez et vous pouvez la glisser sur votre fenêtre de création ici, ou alors directement dans votre navigateur. Parfois, ça peut être pratique pour plus de précision de venir prendre par exemple une div et de venir la mettre tac, à l'intérieur de la section. D'accord? Donc moi, ce que je vais faire ici, c'est que je crée une section. Cette section, je veux qu'elle fasse toute la largeur et toute la hauteur de mon navigateur. Cette section, je vais venir lui ajouter une image de fond avec un filtre par-dessus. Je vais venir tout simplement ensuite créer une div avec du contenu qui va me permettre voilà, de placer le titre, une petite animation, un titre, un paragraphe, un call to action qui va me permettre d'accéder au reste du site. Donc du coup, voilà, j'ai créé ma section. Cette section, je vais lui mettre une classe. Donc ça va être, je vais l'appeler sec pour section et je vais l'appeler landing pour landing page. Voilà. Pour l'instant, moi je veux qu'elle prenne toute la largeur et toute la hauteur. Alors je viens ici, section, la largeur, je vais pouvoir venir gérer tout ça ici. Donc pour les tailles. Donc je vais lui mettre 100%. Je rajoute le pourcentage ici. Vous avez aussi la possibilité de gérer les unités en cliquant sur le petit truc à côté. Donc vous pouvez les gérer en pixels pour avoir des tailles absolues. Vous pouvez utiliser les autres pour tout ce qui va être les tailles relatives. Je vous conseille, moi, vigoureusement, bien sûr, d'utiliser majoritairement le pourcentage. Tout ce qui est EM, je m'en suis jamais servi, si ce n'est pour la typo. Je calculais mes typos en EM avant, plutôt qu'en pixels. Donc voilà. Mais comme on n'est pas là pour faire un cours de CSS, et je ne serai pas, je pense, le meilleur pour ça, du coup, continuons. Donc je vais venir lui mettre 100% de la largeur, et par contre, je veux que ça prenne 100% de la hauteur de mon navigateur. Du coup, je ne vais pas mettre 100%, parce que si je prends 100%, ça prendra 100% de tout mon navigateur. Moi, ce que je veux, parce que pour l'instant, mon navigateur, il n'y a rien dedans, si vous voulez. Donc ça va être un peu compliqué, là, il ne comprendra pas si je mets un 100%. Bon. Il va pas trop comprendre en fait 100% de quoi, à partir de quoi, etc. Donc du coup, moi je vais pas le mettre en pourcentage, mais en VW. Donc VW c'est Viewport Height. Donc Viewport Height, c'est-à-dire la hauteur de votre fenêtre de navigateur. C'est-à-dire lorsque vous arrivez sur votre site, ça va être la hauteur de votre fenêtre. Donc qui sera différente en fonction de la taille de votre écran, de la taille de votre fenêtre, de votre médium, de ce que vous voulez. Du coup, je lui mets ça, et ensuite je vais créer le bloc à l'intérieur que je vais appeler content landing, dans lequel je vais mettre du coup le contenu, à savoir une animation, un petit logo animé, un titre, un paragraphe et ensuite un bouton pour le call to action. Alors moi ce que je fais généralement c'est que je place un peu tous mes éléments et je viens les designer ensuite un par un. Certaines préfèrent faire étape par étape. Moi généralement je me dis je vais de là à là, je place tous les éléments, je les design et je passe à la suite derrière. Ce que je vais faire donc ici, donc je vais aller chercher un heading, je vais glisser là, donc ça sera un H1. Je vais ensuite chercher un paragraphe. Voilà, je reviendrai après sur chaque élément. Je viens chercher un call to action avec un bouton.
Et voilà, et du coup je vais venir replacer, je vais avoir mon élément, mon call to action. Alors ce qu'on peut repérer maintenant quand on sélectionne certains types d'éléments, bon voilà ma section, j'ai rien d'autre, la div non plus, donc on voit que j'ai la possibilité donc du coup de venir customiser tout ça ici. Je vais avoir des paramètres en fonction des éléments sur lesquels je clique qui vont changer ici. Si là je suis sur une div, j'ai juste la possibilité de mettre un ID et mettre des custom attributes. Si je fais du coup tout ce qui va être le H1 ou le paragraphe ou le bouton, je vais avoir d'autres paramètres de réglage. Donc ici, vous avez des paramètres de réglage complets de vos éléments, à savoir un ID. Si je rajoute un ID pour les besoins d'un formulaire, d'un script quelconque, et je vais avoir d'autres paramètres. Pour ce qui va être des call to action, j'ai la possibilité de connecter directement avec une URL et d'ouvrir dans une autre fenêtre. J'ai aussi la possibilité d'ouvrir ça sur une page que j'aurais créée. Je n'en ai pas d'autres, donc pas de souci. J'aurai la possibilité de le connecter à des sections, ce qui va me permettre moi d'utiliser en gros ces call to action comme des encres en fait. Chose que je ne mettrai pas là dans ce truc, mais qui sera dans une formation. Là, je vais vraiment faire les basiques et ensuite je ferai plusieurs vidéos au fur et à mesure où des petits trucs de 5 minutes qui me permettront de voir certains éléments précis qui me sont le plus demandés en cours. Et ça, notamment, on me le réclame. Pour tout ce qui est les Mail-to, pour connecter directement vers le téléphone ou pour aller télécharger une pièce quelconque. Donc pour l'instant, nous on n'a rien, on laisse URL, on attend de voir ce que c'est. Le paragraphe, j'ai pas grand chose à en dire pour l'instant. Et là, je vais pouvoir lui dire si c'est un H1, un H2, un H3, etc. Bon. Vous avez, lorsque vous cliquez ici, mais pour une grande partie des éléments de modification, vous avez aussi la possibilité de cliquer directement sur le petit rouage ici qui va vous permettre voilà, d'avoir en gros un résumé des possibilités de modification de l'élément que vous avez sélectionné. Ce qui permet parfois, dans la majorité des cas, de se contenter de le faire là et de ne pas avoir à rejoindre l'autre écran. Ok, alors, du coup, j'ai tout ça et maintenant je vais venir un petit peu designer tout ça. Alors, le content, moi je veux pas que ça prenne l'intégralité de la largeur de mon élément. Alors moi je vais lui demander de prendre 70%. Voilà, je prends 70% d'éléments. Et le problème, c'est que 70% en fonction des écrans, bah, ça peut varier. Sur les très grands écrans, ça peut poser problème. Et moi, j'aimerais bien respecter un certain nombre de caractères par ligne. Même là, techniquement, 70, c'est pas dingue. Hein, on va même réduire. Hein, je vais réduire un petit peu. Voilà, je pense que sur du 50, on est pas mal. Sauf que le 50 en fonction du type de... Voilà, 50 sur quelque chose comme ça, c'est très bien. 50 sur un navigateur un peu plus grand, ça reste pas complètement dingue. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir lui proposer une largeur maximale qui va être de 1280 pixels. Ce que je trouve déjà assez énorme, mais pourquoi pas. Donc du coup, ça veut dire que ce conteneur qui est là va prendre 50% de la largeur de mon navigateur, peu importe là où je vais me trouver, et avec une largeur maximale. Imaginons que je sois sur un très très grand écran, type écran de cinéma ou je sais pas quoi, avec une méga grosse résolution. Ça sera quand même limité à un certain nombre à une certaine taille. Et donc du coup, voilà, je ne donne pas un cours CSS, mais vous voyez comment tout cela peut fonctionner. Ok, donc du coup, moi ce qui m'intéresse maintenant, c'est que cet élément-là soit bien centré ici. Donc du coup, ma section, là je vais utiliser du positionnement. Donc il y a plusieurs manières de positionner tout ça, à l'ancienne avec les floats. Alors le inline, inblock, le float, etc. Mais nous sommes donc du coup en 2020, nous allons utiliser autre chose. Et nous allons utiliser flex et grid pour la majorité des choses que nous allons utiliser. Alors je suis pas à l'abri d'une petite erreur de temps en temps, parce que c'est vrai que moi j'ai arrêté de coder, à ce moment-là j'ai arrêté de coder à l'arrivée de Flex, Flex CSS Grid, du coup Flex était arrivé avant, donc CSS Grid, je me suis formé en fait au travers Webflow pour ça. Donc ça peut arriver que de temps en temps il y ait 2-3 petits trucs qui m'échappent. Là je suis à peu près sur mon coup, donc du coup c'est pas sur ce conteneur-là que je vais mettre mon flex, c'est bien sur le conteneur principal, parce que c'est celui-ci que je souhaite positionner. Donc je sélectionne mon truc, je viens le mettre en vertical et je viens dire à ce qui est à l'intérieur de venir en direction verticale, donc pas que mes éléments aillent dans ce sens-là, et de venir se centrer. Donc voilà.
Pour la plupart d'entre vous, si vous connaissez pas Flex ou Grid, c'est pas grave. Moi, ça m'arrive souvent, je vais être honnête. J'avais codé un peu de Flex en CSS avec Coda, etc. au tout début. Et c'est avec l'arrivée du préprocesseur, de Flex, et de voir que je devais toujours réapprendre des trucs sur quelque chose qui me plaisait pas, le code en l'occurrence, que du coup, moi, j'ai arrêté de coder. J'ai arrêté là. Maintenant, ça m'arrive plein de fois de voir des trucs un peu complexes. Et j'essaye, je bidouille un petit peu, je clique à droite à gauche, ça marche pas, voilà, je vais pas vous mentir que voilà. C'est pour ça que c'est aussi un très bon outil pour les intégrateurs et intégratrices, hein. Vous pouvez avoir ça directement sous la main. Donc voilà, j'ai placé mon élément au milieu, c'est plutôt pas mal. Moi maintenant, il va me manquer derrière de mettre, je voulais une grande image qui donne envie. Donc, ce que je fais, c'est que je sélectionne ma section ici. Je vais descendre et là, dans Background, je vais avoir la possibilité de venir soit lui choisir une couleur, voilà, ce qui n'est pas ce que je veux faire, soit la possibilité du coup de venir lui choisir une image, soit un dégradé. Donc après, voilà, je ne vous présente pas le dégradé comme ça pour cette petite formation rapide, mais vous pouvez vous en servir très facilement. C'est très similaire à ce qu'on peut trouver sur les logiciels de PAO, hein, Adobe XD, Infinity, Photoshop, Illustrator et consorts. Avec la possibilité de rajouter un élément là si vous voulez le rajouter, de venir ajouter une couleur. Voilà. Vous pouvez faire des dégradés un peu perchés et venir manipuler tout ça. Et chacun de ces dégradés, vous pouvez aussi venir jouer avec l'opacité, l'orientation. Voilà. Vous pourriez même l'animer si vous le souhaitez. Nous, c'est pas ça qu'on souhaite faire. Ce que je veux faire, c'est y mettre une image d'arrière-plan. Donc, je vais faire le petit plus. Là, du coup, je choisis donc une image. Je vais venir choisir mon image. On va choisir celle-ci. Donc, pour l'instant, ça charge mon image et ça va venir en importer et la répéter sur l'axe des X et des Y. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que soit vous pouvez décider de le mettre en cover, c'est-à-dire que ça va couvrir l'intégralité tout simplement de votre section, ce qui moi m'intéresse, et du coup, quand après je vais venir redimensionner mon navigateur, ça viendra redimensionner aussi l'élément qui est derrière. Pareil, c'est du CSS basique, donc je vais passer un peu plus loin, mais vous avez la possibilité ici de mettre en contain, en cover, de venir choisir le positionnement de du crop en fait, si vous voulez, de votre élément, et en fixe, pas fixe, et si vous voulez en custom, vous pouvez décider de le répéter que sur un certain axe, l'axe des Y ou des choses comme ça. Bon. La petite problématique là-dessus, maintenant que j'ai importé mon image, c'est que ici, ce n'est pas visible. Mon contenu qui est par-dessus n'est pas visible. Donc, comme on veut respecter certaines lois d'utilisabilité, nous, on veut un bon contraste derrière tout ça. Alors, j'en profite pour répéter, vu que c'est quand même des vidéos faites pour mes étudiants et étudiantes. Du coup, non, je ne vais pas déplacer ça ici pour que ça soit plus lisible. On est d'accord. J'ai vu ça plusieurs fois sur des maquettes et il ne faut pas faire ça. Ce qu'il faut faire, c'est du coup partir de l'idée que votre image peut changer. Alors, soit vous mettez une image adaptée de telle manière à ce que votre contenu soit lisible, soit vous trouvez une autre astuce et l'autre astuce, on va la trouver. C'est-à-dire que ce que je vais mettre par-dessus, c'est une sorte de filtre, tout simplement. Un filtre blanc qui va me permettre de voir l'image derrière, mais tout simplement d'avoir un filtre avec une opacité qui va permettre de faire ressortir tout ça. Et ça, je continue à le faire ici, c'est-à-dire que j'ai toujours la possibilité de venir ajouter plusieurs images, plusieurs filtres, les uns au-dessus des autres. Moi, ce qui m'intéresse, donc je pourrais venir lui dire d'ajouter un dégradé, et à un moment sur une de ses couleurs, par exemple, je pourrais venir lui dire... voilà, de venir baisser son opacité. Je pourrais gérer quelque chose comme ça. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Tac, ce qui m'intéresse, c'est de lui importer une couleur. Donc, je lui mets un filtre de couleur. Au cas échéant, moi, il m'a mis du noir. Moi, je veux du blanc. Et voilà, j'importe un filtre blanc avec une opacité de 50%. Et a priori, là, je vois un peu mieux mon contenu. Voilà, aussi simple que ça. Et voilà, et sachez que si à un moment vous avez plusieurs filtres, il vous suffit de faire des glisser-déposer pour les inverser. Parce que c'est pas royal de faire ça. Hein, je vois déjà que vous commencez à être à ceux qui ont l'habitude de faire un peu de code, etc., de dire oh, c'est quand même vachement pratique. Je vous entends, pour l'avoir déjà bien entendu. Et donc du coup, je vais ajouter en plus une animation. Alors pour cette animation, je vais aller dans mes assets et je vais pas chercher dans images ou potentiellement dans All Assets et je vais aller chercher moi dans ce qui est dans l'outil. Vous allez retrouver
Et d'ailleurs, retrouver deux, celui-ci marche pas. A priori, vous n'allez pas l'avoir. Je penserai à l'enlever. Je vais essayer de penser à l'enlever avant de partager les assets sur le blog. C'est celui-ci qui s'appelle Flash Animation. Alors, grosso modo, qu'est-ce que c'est? Je vous l'explique vite fait parce que ce sera vraiment le sujet d'une vidéo à part entière qui dépasse cette courte formation d'initiation à Webflow. En gros, c'est une animation que j'ai faite à partir d'After Effects que j'ai exporté à l'aide d'un plugin qui s'appelle BodyMovin en un fichier d'extension JSON. Voilà, donc ça paraît un peu barbare. Le JSON est un fichier, vous regarderez, en fait c'est que du code. C'est des coordonnées de déplacement, de forme, etc. C'est comme du SVG animé. Voilà, grosso modo, si je dois ultra vulgariser tout ça, je pense que si des développeurs ou développeuses voient ça, je me ferai potentiellement un peu insulter, mais c'est pas très grave. C'est donc des fichiers, voilà. Ce qui compte, c'est que c'est une animation que je vais pouvoir venir glisser, déposer ici. Et du coup, lorsque je mets un JSON dans Webflow, ça va me le transformer en ce qu'on appelle une animation Lottie. Donc voilà, grosso modo, c'est une animation en JSON et donc extrêmement légère qui va, et je vais pouvoir animer, je sais pas, sur mon portfolio par exemple, si vous allez voir dans le blog, j'ai les lettres blog qui bougent. C'est pas un GIF, c'est pas une vidéo, parce que ça c'est lourd un GIF, une vidéo c'est lourd aussi. En termes de poids, et donc du coup pour que mon site soit plus exécutable, je mets des fichiers JSON, ce qui me permettra en plus, et on le verra dans une autre formation, ce qui me permet en plus de pouvoir le contrôler comme je veux, au scroll, au chargement de la page avec du délai, etc. Parce que c'est un nombre d'images, de frames, et je vais pouvoir contrôler tout ça. Par exemple ici, moi je lui dis que cette animation, je veux qu'elle soit jouée en boucle. Pour l'instant, ça utilise la durée que j'ai prévue dans mon animation sur After Effects. Et voilà. Et là, du coup, si je fais une petite prévue, ça c'est mon site. Alors, vous voyez que là, j'ai du blanc, tout simplement parce que j'avais demandé à cette section qui comporte image de ne prendre que l'intégralité ici de mon viewport. Voilà, donc ça va changer en fonction de si j'agrandis. Voilà. Mais que j'ai un peu trop de contenu, que ça dépasse un peu, donc du coup tu as toute une partie qui va surpasser la section. Mais c'est pas grave, on va venir corriger tout ça. Donc moi c'est bien beau, j'ai cet élément là, ça va un peu vite, du coup moi je vais le changer, je vais lui dire de s'animer sur, maintenant les 16 frames vont pas s'animer sur 0,64 secondes, quel chiffre à la con, mais sur 2 secondes. Et donc du coup je vais ralentir le mouvement de tout ça. Vous voyez, c'est ça qui est top, c'est que si j'avais fait une vidéo, j'aurais pas pu, enfin comme ça de tête, je ne peux pas, il y a tout, bon, tu me diras c'est du code, tout est toujours plus ou moins possible. Voilà, facilement venir contrôler la durée de mon animation avec un GIF non plus, une fois que le GIF est lancé, le GIF est lancé, et là je peux contrôler la vitesse. Si tu mets 20 secondes à faire ton truc, voilà, il va être extrêmement lent. Si je lui dis à contrario de venir faire 0.1, voilà, on va rester sur quelque chose, on va rester sur 20 secondes, paf, voilà. Et du coup, je peux contrôler ça. Donc là, je la joue en loop et on verra que mon contrôle peut aller vraiment plus loin. Je vous montrerai juste avec ça, on viendra le manipuler en fin de session pour vous montrer comment on peut le manipuler avec le scroll. Ou alors ça fera le sujet d'une autre vidéo parce que j'ai envie que ça soit assez court ici. Ok, donc cette animation, moi je vais lui donner une autre taille, je pense que 20% c'est pas mal, le but c'est pas que ça soit ultra grand non plus, même 10% ça le fait, je manipule ici, et là je vais pouvoir venir donner un certain style à mon contenu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, en cliquant ici, je vais m'attaquer au H1. Donc soit je lui donne une classe définie, comme je l'ai déjà faite ici, avec sec pour section landing page et compte. Là, je vais plutôt lui dire, ce que je vais te donner comme attribut de style, tu vas le faire pour tous les éléments H1 qu'il y aura sur le site. Ce qui me permettra de normaliser tout simplement mon design et d'éviter d'avoir des grosses différences tout le temps dans ma H1, ce qui crée tout simplement des problèmes de design homogène et ce qui parfois reste assez problématique
lorsque tu fais une maquette. Donc tous les H1 devront être en Playfair Display. Ah, mais je l'avais ajouté le Playfair, non? Ah, pas sur ce projet. Et ben pas grave, on va partir en Merriweather. Ça sera du Merriweather. Les H1, moi je veux qu'ils fassent 60 pixels et qu'ils aient tous une couleur de. Et là, je vais venir avec la pipette choisir les couleurs de mon animation. Voilà. Soit en bleu, et là je vais venir les ajouter. Je le montre pas parce que je le montrerai lorsque je ferai une vidéo où on fera tout, une maquette, comment on fait la maquette, comment on conceptualise la maquette, comment on fait du wireframe vers la maquette à l'intégration Webflow. Mais grosso modo, j'ajoute ici mes éléments. Ça sera le main blue. Tac, et j'en profite pour aller toper toutes les autres couleurs. Donc le color picker est un peu lent, mais ça va. Main pink. Tac. Voilà. Et voilà. Pouf, on l'ajoute. Main yellow. Alors, ce qui est top ici, vous l'aurez compris, c'est que si jamais je place énormément d'éléments avec une des couleurs et que mon client ou ma cliente à la fin décide de dire « Eh, moi en fait, c'est pas ces couleurs-là que je veux ou c'est pas exactement ce rose-là que je veux », j'ai la possibilité de venir sélectionner et de venir modifier ma couleur. Et par conséquent, cette couleur, tous les éléments dans mon site qui auront eu cet attribut de couleur changeront. Et tout sera mis à jour directement. C'est comme si on utilisait une variable en préprocesseur CSS. Pareil, je vulgarise, je pense que je me ferai casser la tronche par des vrais intégrateurs, intégratrices. Mais techniquement, ça marche comme ça et ça fonctionne et c'est très bien que ça marche comme ça. Donc là, j'ai mon texte, moi ça me suffit pour tout ce qui est la couleur, mais je vais quand même venir lui dire que ça correspond à tous mes paragraphes. Tous mes paragraphes ressembleront à ça. J'ai rien donné de plus comme info, c'est très bien. Mon bouton maintenant. Mon bouton, moi je veux pas qu'il ressemble à ça, je veux que mon bouton soit de couleur bleue. Je veux que mon bouton ait des bords arrondis. Donc là je vais descendre et je vais aller dans les borders. Donc là j'ai les borders radius et là c'est en fonction sur des divs, sur ce que vous voulez, pouvoir rajouter des bordures. Donc vous pourrez gérer le style, la couleur et l'épaisseur. Pareil, vous voyez que en gros c'est le CSS qu'on fait ici. C'est juste pour celles et ceux qui ont l'habitude. Moi, j'imagine que pour vous, ça va plutôt être comme ça. Bon, il faut que je prenne l'habitude. Du coup, tous ces éléments-là, c'est vraiment... c'est que du CSS. Donc, c'est pour ça que je ne rentre pas dans tous les paramètres, parce que pour ceux qui débutent vraiment complètement, je vous conseille d'aller voir toutes les informations de la Webflow University, ou alors de suivre une masterclass que je suis en train de monter, mais qui prendra du temps. Ce ne sera pas là avant... septembre, je pense. Parce que ça prend du temps tout ça. Et donc du coup, voilà, je place mon bouton. Moi, je vais venir ajouter, changer ici, voir le site. Voilà, et je vais améliorer mon bouton. Donc pareil, là on ira, ça sera pas mis en ligne tout de suite, mais il y aura des cours sur tout ce qui va être les interfaces UI, comment on fait une belle interface, comment on fait des beaux boutons, comment on fait tout ça, où j'ai essayé de prendre élément par élément au fur et à mesure pour qu'on s'améliore là-dessus. Donc je reviens pas trop dessus. Sachez du coup juste que moi je vais augmenter le padding ici parce que j'aime bien quand un bouton est un peu plus large que haut. Et donc du coup je peux modifier le padding là. Donc j'ai plusieurs possibilités. Soit je clique comme ça et je viens modifier le padding et du coup je ne change qu'un côté. Soit en appuyant sur Option sur Mac ou du coup j'imagine que c'est Alt sur Windows. J'ai la possibilité de modifier un élément et du coup un côté et celui qui est en face. Et si jamais vous utilisez Shift et que vous modifiez ici, vous pouvez constater, tac, et là je vais changer tous les côtés directement. Donc voilà, j'ai fait mon élément, je vais le mettre un peu plus encore. 25, ce sera peut-être plus joli, 25. Ouais, ça commence à ressembler à un vrai élément. Ouais, on est pas mal. Ok, je mets ça. Et je vais juste venir remettre un petit peu plus ici son dégradé, densifier un petit peu tout ça. Voilà, pour que ce soit un peu plus visible. Voilà. Et donc du coup, c'est mieux. J'ai mon interface qui est ici. Alors, à quoi ça ressemble ?
Voilà, donc là ça s'anime. Bon, ça s'anime peut-être un peu trop lentement, j'ai peut-être déconné sur ça quand même. On va le remettre en 2 secondes, c'était très bien. Et 5 secondes si on veut, voilà. Si on a un truc lent mais qu'il fasse. Voilà. Bref. Du coup, moi maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est pareil, ça va venir de centrer tout ça. Donc, si cet élément-là a été en flex pour venir tout positionner ici, je vais utiliser flex pour celui-là. Donc, vous voyez, horizontal, quand j'utilise flex en horizontal, c'est pour, ça va être pratique pour tout ce qui va être les menus, les choses comme ça, l'utilisation de menus. Moi, ce que je veux dans mon cas présent, c'est de le faire en vertical. Horizontal. Bon, on est vendredi. Bientôt le week-end, je vais pouvoir me reposer. Et voilà. Donc, je vais tout mettre ici. Et juste mon texte ici, je vais venir tout centrer. Voilà. Et là, du coup, il va pas se contenter de dire que c'est tous les paragraphes que je vais faire, c'est plutôt paragraphe. Et je vais renommer la classe et je vais mettre centre, voilà, p-centre, ouais, ça sera très bien. p-centre. Ça veut dire que cette classe-là, si je reviens mettre qu'est-ce que tu fais si je reviens mettre un paragraphe quelque part ici, si je lui remets la classe p-centre, tac, le texte, quoi qu'il arrive, viendra se centrer. Voilà, donc c'est l'utilisation de classes assez classique qu'on peut retrouver en HTML et CSS. Donc voilà, j'ai ma landing page. Donc le but, c'est de pouvoir dire, ok, ça donne envie d'aller voir la suite. Donc on va quand même faire 2-3 modifications sur p-centre. Moi, je vais venir rajouter un peu d'espace dessus. Moi, ce que j'aimerais, c'est quand même avoir plus d'espace entre mon bouton, plus de marge entre mon bouton et mon heading. Alors, si je le fais tel quel, maintenant, je vais pouvoir rajouter effectivement 10-10 par exemple ici, ce qui me paraît pas mal, mais j'en veux encore un peu plus. Si je le fais ici, la prochaine fois que je vais vouloir utiliser p-centre dans un autre contexte, ce p-centre, par exemple, moi je veux vraiment en avoir beaucoup plus, et bien à chaque fois, p-centre sera à la fois l'idée de quelque chose de centré, mais va aussi prendre tout de suite les paramètres de marge. Alors du coup, ce qu'on peut faire, c'est comme on fait en CSS, c'est venir utiliser des combos de classes. Et là, je vais l'appeler margin T et B pour margin top et bottom. Margin. Voilà. Et là, je vais vraiment venir ajouter à cet élément, tac, je vais venir du 25, parce que ce que j'ai mis sur l'autre, 25 ici, et là 25 aussi. D'accord, j'aurais pu utiliser mon alt. Voilà. Et comme ça, si je mets, comme j'ai fait tout à l'heure, un P, je mets le paragraphe ici, j'ai P center, tac, et qui lui ne va pas prendre la marge. Par contre, si jamais je pourrais décider de rajouter après P center tout ça, voilà. Et là ça va prendre la marge que j'avais ajoutée. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle les combos de classe. Et vous voyez, quand j'ai le style, je vais avoir les styles hérités. Donc je vais avoir P center qui va être ensuite celui du margin. Donc je pourrais avoir aussi, j'aurais pu avoir une classe P, une classe center et une classe margin, top, bottom, et voilà. Bref. Ça après, c'est à vous comment vous gérez vos styles. Ok, très bien. Donc là, j'ai fait la landing page et je vais juste venir ajouter un petit effet en hover dessus ici. Donc quand je viens là, moi ce que je veux, c'est venir jouer sur les interactions, c'est-à-dire rajouter par-dessus un petit bouton, enfin un petit effet en hover et sur le on press, c'est-à-dire lorsque je vais passer ma souris sur le bouton, ça va changer de couleur, lorsque je vais cliquer, ça va changer de couleur. Ça tombe bien, j'en ai 3. Quand je vais passer dessus, ça va se transformer en rose, et lorsque je vais cliquer dessus, sur le press, ça va être en jaune. Alors, quand vous faites un bouton, donc ça va marcher pour les boutons, ce genre de choses, ça va marcher pour de la div, ça va marcher pour tout, c'est-à-dire sur tous les aimants sur lesquels on peut lui dire qu'il y aura un hover, un press, un clic ou machin, bref. Ça va marcher de la même manière. Je vais d'abord venir ici. Vous pouvez constater, je sélectionne mon élément, je viens cliquer sur le petit chevron et je lui dis, bon, je vais te donner une apparence différente lorsque tu es en hover, à savoir lorsque ma souris passe sur toi. Du coup, moi, ce que je vais donner, et là, je vais venir changer les paramètres. Donc, je viens lui mettre un paramètre ici de couleur de fond.
Et du coup, je vais venir changer la couleur de ma typo. Tac, je vais lui mettre, est-ce que le bleu ça se voit, le rose, ouais, je vais lui mettre le rose. Et je change mon paramètre de typo. Très bien. Alors non, j'avais dit que je voulais ici qu'il soit en rose sur le hover, donc du coup là je vais le mettre en bleu, ce sera pas visible, je vais le mettre en blanc, et c'est quand je suis du coup maintenant sur le pressed, donc lorsque je clique dessus, je veux que tu sois en jaune, et que du coup tu prennes cette fois-ci la couleur rose, verte, noire. Voilà, le noir. On va se coller un noir qu'on n'a pas mis. Voilà, peut-être. Voilà. Ouais, on va prendre ce noir. Très bien. Donc voilà, maintenant je reviens à None, je teste, j'ai ma couleur, ça passe par-dessus, je clique OK. Mais vous conviendrez avec moi que le changement est un peu brutal et que du coup, ce qu'on va vouloir faire, c'est utiliser les propriétés de transformation du CSS pour pouvoir faire des transitions. Tac, donc je vais revenir ici, je resélectionne mon bouton et à partir de là, je vais pouvoir aller tout en bas dans les effets et venir ajouter une transition. Donc j'ai ajouté plusieurs transitions parce que je vais ajouter une transition sur le background color et une transition sur la couleur de la fonte. Donc du coup, je clique dessus, il va me dire sur quoi tu veux faire une transition. Opacité, c'est pas ce type de là, je ne change pas l'opacité de mon bouton, à aucun moment je le change. Donc du coup, je viens ici et je vais venir sur Background Color. Et à partir de là, je vais pouvoir voir la durée. Vous voyez qu'à partir de là, quand je passe ma souris dessus, ça change. Si je décide d'avoir quelque chose de plus long, voilà, ça va mettre plus longtemps. Donc moi, je vais être à 500 millisecondes. Voilà. Ça, c'est un peu long quand même, on est pas mal, voilà. Et vous avez la possibilité de rajouter du easing. Donc le easing, c'est la vitesse de cette transition. Donc c'est quelque chose qu'on verra davantage lorsqu'on fera l'animation. J'en parlerai légèrement dans la dernière partie de cette formation basique. Mais grosso modo, ça va me permettre de gérer la vitesse de ma transition, savoir si ça commence plus lentement au début, que ça aille d'une manière croissante et que ça ralentisse vers la fin. C'est le cas ici, hein, on fait un ease in, ease out, donc du coup ça va commencer plus lentement, ça va aller un peu plus vite au milieu, et puis après ça va venir redescendre. On va voir voilà, quelque chose comme ça, et je peux venir changer ces courbes-là. Pour celles et ceux qui ont déjà utilisé ça dans, par exemple, si je fais un truc comme ça va mettre très longtemps à arriver, ça va prendre tout de suite une autre couleur et ça va mettre plus de temps à se terminer. Tac, voilà. C'est pas très, si vous voulez, c'est pas très progressif. Donc du coup, je la rends un peu plus progressif en faisant quelque chose comme ça. C'est pas là ce qu'on est en train de faire, c'est pas ce qui nous permet d'avoir le truc le plus visible, le changement le plus visible. Tac, voilà. Et automatiquement, ça va le faire pour mes deux éléments. Donc du coup j'ai ajouté une transition sur le background color, j'ai ajouté une nouvelle transition maintenant sur, c'est la couleur de la typo que j'ai changé, donc font color. Et je vais ajouter la même chose, font color avec le même ease in, ease out, 500, et du coup voilà, et voilà. Tout simple, tout con. Donc voilà pour cette première partie, nous avons fait et nous allons faire la page prochaine. Juste maintenant.